Donc bonsoir à tous. Comme Sophie vient de vous le dire, moi c'est Nelly, je m'occupe donc du rayon SF adulte, BD et adulte et jeunesse, manga, comics aussi, enfin voilà, il y en a plein. Là je vais commencer par les coups de cœur en roman SF adulte. Donc j'en ai deux, ce sont deux nouveautés en plus, donc pour le coup, peu de chance que vous connaissiez, avec un peu de chance. Le premier c'est Mage de bataille, donc de Peter A. Flanery, c'est un tome 1, deux tomes sont prévus en tout, sachant que c'est uniquement en France, puisqu'aux États-Unis il est sorti en un seul volume, on aime bien découper par deux, trois, quelquefois. On est dans du roman Heroic Fantasy classique, donc pour ceux qui en ont lu beaucoup, ça peut être beaucoup pour les nostalgiques, qui justement aimeraient bien retrouver ce qu'ils ont aimé au départ, et pour les amateurs aussi, pour le coup, qui aimeraient bien s'y mettre, et qui savent pas trop par quoi commencer, puisque des auteurs, il y en a pléthore, hein. De quoi ça parle? C'est un petit peu tout dans le titre. Mage de bataille, en fait, ce sont des guerriers qui sont capables de manipuler la magie, qui sont différents des thaumaturges. Pourquoi? Parce que il faut être dans une bataille, il faut être extrêmement rapide pour pouvoir se battre, parce qu'on se bat contre des démons, hein. Contrairement aux thaumaturges qui, eux, pour préparer un sort, peuvent mettre 2 à 3 semaines. Pour le coup, c'est pas évident quand vous avez un démon devant vous. Le personnage principal s'appelle Falco Dante. Il est un peu particulier parce que, pour le coup, c'est l'anti-héros complet. Il est maigre, il est faible, il est atteint d'une maladie qui le voue à mourir jeune, en fait, hein, passé 30 ans, il n'est plus là. Et en plus, parce qu'on n'en a jamais assez, son père, qui était mage de bataille, s'est retourné contre les siens et a tué pas mal de ses compatriotes. Donc pour démarrer dans la vie, c'est pas top. Il se trouve que dans leur petit village, un émissaire va venir pour recruter justement des soldats et peut-être, pourquoi pas, un mage de bataille. La petite particularité des mages de bataille, c'est que leur initiation se termine quand ils arrivent à invoquer un dragon. Justement, celui qui arrive dans le village de Falco, c'est ce qu'il doit faire, justement, invoquer un dragon pour partir à la guerre le lendemain, parce que les démons et autres possédés, ils sont pas très loin, justement. Sauf que si on veut un roman, naturellement, il faut que quelque chose se passe mal, et naturellement, ça va mal se passer. J'en dis pas plus, malgré ce que vous pourrez croire, je ne vous ai pas raconté tout le roman, ce sont que les premières pages. Je vous invite à lire parce qu'il est vraiment très très bon, le style pour le coup est très facile à suivre, on part pas dans des descriptions qui durent 3 plombes, hein, le Seigneur des Anneaux. L'action pour le coup est vraiment rapide. Ce n'est pas aussi complexe que le Trône de Fer, je vous rassure, mais vraiment très très bon. Voilà. Le deuxième tome est prévu pour janvier, et moi personnellement je l'attends. Le seul petit bémol, c'est les dragons. Eux aussi, on les attend. Parce que des dragons, c'est quand même cool quand ils sont sympas. Et ils mettent un petit peu de temps à arriver. Mais par contre, les passages où ils sont là sont vraiment très très bien écrits. Voilà. Donc ça, c'était Mage de bataille. Entend la nuit, aux éditions La Talente, par Catherine Dufour. Catherine Dufour, pour le coup, n'est pas une jeune auteure. C'est quelqu'un qui a déjà publié pas mal et surtout qui a fait de la light fantasy pour les amateurs de Terry Pratchett. C'est ça, la light fantasy. C'est de la fantasy complètement barrée, mais qui est extrêmement bien écrite. Je suis moi-même une grande fan de Terry Pratchett. Et non, il n'est pas mort, il est à Vegas avec Elvis, je crois. Entend la nuit, c'est quoi? C'est du fantastique. Je ne vais pas vous faire la description des 3 genres principaux dans la littérature de l'imaginaire, sinon ça va durer 3 heures. Le fantastique, en gros, c'est dans notre réalité avec des éléments qui ne sont pas réels, qui sont fantastiques. Le meilleur exemple étant Harry Potter. Ici, on suit une jeune femme qui revient sur Paris, qui revient travailler parce qu'elle a trouvé un CDD en tant que veilleuse informatique. Elle revient donc à Paris et elle est engagée en fait dans une entreprise assez particulière puisque les bâtiments sont délabrés. On a les grands patrons qui sont style british. On faut surtout pas leur parler. C'est de la noblesse en gros, et le bas peuple, qui est les travailleurs. Et surtout, ils sont tous un peu fliqués, puisque sur tous les ordinateurs, sur tous les écrans, vous avez une caméra avec un réseau social qui est mis dessus, qui s'appelle Happy Face. Parce que naturellement, on est hyper content d'être surveillé par nos patrons. Et donc, en gros, vous pouvez voir tout ce que fait tout le monde dans le travail. Et là, il y a un de ses patrons, justement, qui l'observe pas mal, et qui s'interroge, qui s'interroge sur elle, sur ce qu'elle a fait avant, tout ça. De fil en aiguille, il lui dégote un CDI, puisque c'était un CDD au départ, et surtout un logement. Or, c'est un logement aussi un peu particulier, puisqu'il a l'air d'avoir une âme. Voilà, c'est le sujet du livre. Je ne peux pas trop vous en dire non plus, parce que sinon, ça ne sert à rien de le lire.
Mais voilà, la chose particulière et moi que j'ai vraiment aimé, c'est pas simplement un roman où vous avez une nana qui arrive et qui se dit tiens, il y a un truc de bizarre, il faut que j'enquête. Non, elle va vraiment enquêter, elle va surtout découvrir que oui, les murs ont une âme en fait, et donc grâce à ça, on va visiter Paris, mais à travers ces murs. Donc vous voyez les catacombes, c'est très gai. Vous voyez l'Opéra Garnier, vous voyez de tête la bibliothèque de l'Institut de France. Vous voyez la Tour Saint-Jacques, et je dois en oublier encore quelques-uns, mais vous voyez pas mal de monuments parisiens justement assez connus, qu'on connaît ou pas pour le coup, pour ceux qui ont déjà fait du tourisme là-bas, mais à travers les murs. Et simplement la dernière petite chose, et après je laisse le relais. Pourquoi ce roman-là? L'auteur nous l'explique assez simplement. Vous connaissez tous les Twilight et 50 nuances de Grey. Simplement, l'auteur, en fait, qui travaille au monde diplomatique, fait des chroniques et en fait, elle a été obligée de lire les deux séries et elle s'est posé la question de et si ça arrivait dans le monde réel, c'est-à-dire que si on avait vraiment un élément fantastique, un homme magnifique, super riche, qui attire et logiquement la fille pauvre, voilà, est-ce que ce serait possible ou pas qu'il y ait une relation qui s'instaure entre les deux, puisque dans les deux séries il y en a une, là voilà, vous avez la réalité. Voilà, je vous le conseille, c'est vraiment très très bon. Pareil, que vous soyez amateur ou pas du genre, on se prend très facilement dedans. Il y a aucun temps mort, il y a même beaucoup d'humour pour le coup dans celui-ci, puisque les pensées du personnage principal sont assez directes. Hein, quelquefois, on a tous envie quelquefois de dire des blagues. Je peux pas le dire parce que c'est pas politiquement correct, mais c'est un genre d'exutoire pour le coup, puisque elle le fait. Du coup, on peut pas s'empêcher de se marrer en le lisant, alors que c'est pas un roman humoristique pour le coup. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter des jeux de cartes, parce qu'en plus d'être libraire jeunesse, il faut savoir que je suis animatrice au magasin. Donc je prépare des animations pour le rayon jeunesse et des anniversaires qui ont lieu tous les mercredis après-midi. Et pendant ces anniversaires, je propose aux enfants, par exemple, de jouer à des jeux de société. Pas parce que j'adore ça, bien sûr, mais parce que je trouve ça cool. Et donc là, je vais vous présenter deux jeux de cartes. Je commence avec The Mind. Ici, petit format. Les jeux de cartes, c'est pareil, j'adore ça. J'en ai une petite pile chez moi. The Mind, déjà, c'est le coup de cœur de cet été du rayon jeu. Il a eu le droit à une belle présentation par mes collègues. Et voilà le topo. The Mind, c'est un jeu coopératif, donc on joue tous ensemble. Le but est très très simple, c'est de gagner des niveaux. Il y en a 12, plus on avance, plus on gagne, et on est content. Le problème, vous allez me dire non, c'est trop facile, on a des cartes de 0 à 100. Il faut les mettre chacun notre tour, de plus petite à la plus grande. Là aussi, vous me dites c'est trop facile. Sauf qu'au top départ, on met tous notre main comme ça sur la table, on lève la main et on fait vœu de silence. C'est-à-dire qu'après, ça marche par la télépathie. Donc on se regarde dans les yeux longtemps, surtout quand on ne se connaît pas, quand on n'a pas encore joué avec ce groupe. Et je peux vous dire qu'avant de poser une carte, on peut mettre très très longtemps. Mais c'est vraiment chouette. Ça crée une cohésion de groupe. On apprend vraiment avec qui on joue. Et puis le silence, parfois, ça fait pas de mal. Ensuite, je vais vous parler de Smile. Smile, c'est mon coup de cœur personnel en jeu de cartes de cette année, je crois. D'ailleurs, Ben, tu me dois toujours une partie. Smile, nous sommes des éleveurs de créatures. Des éleveurs de créatures magiques. Vous voyez, on en a un petit échantillon ici. S'il me plaît aussi, c'est parce qu'il est très beau. Le gros problème, c'est que nos jolies créatures se sont enfuies. Donc, nous sommes tous des éleveurs de créatures sans créatures. Et donc, il va falloir aller les récupérer car ils se sont cachés dans la forêt, les malines. Et comment on les récupère, et c'est là où j'adore ce jeu, c'est que dans nos mains, on a un petit trésor de lucioles. Ça, ce sont des petites lucioles, voyez-vous. Et avec ces lucioles, on va aller appâter nos petites bestioles. Le but du jeu, c'est qu'en leur donnant des lucioles, on les attire chez nous et on se refasse un petit élevage. Le but est donc d'avoir les plus belles créatures, celles qui rapportent le plus de points. Et évidemment, il faut garder aussi nos lucioles puisque c'est notre moyen de survie. Alors moi, je vais vous présenter deux bandes dessinées donc en adulte. Donc Zombilenium, qui est déjà connue. C'est une des premières BD en fait que j'ai découvert dans le thème science-fiction. Pourquoi j'aime déjà le sujet, j'ai trouvé ça assez loufoque de pouvoir travailler sur un thème avec des zombies dans un parc d'attractions. Le parc par lui-même est géré donc par un vampire, suppléé par des loups-garous, des momies, des monstres, enfin tout ce qui est dans l'univers. Jusqu'au jour où un humain arrive dans le parc.
C'était pas prévu, il meurt sur la route et il se retrouve projeté avec l'équipe en fait qui gère le parc. Donc on va suivre son arrivée et puis tout ce qui va découler après, forcément des grands changements par rapport à l'univers, puisque normalement il n'y a que des monstres et des vampires qui travaillent dans le parc. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans cette BD, c'est vraiment l'originalité au niveau du scénario et aussi au niveau du travail graphique. Tout est fait par informatique, mais en même temps, il a réussi à travailler un univers complètement inédit par rapport à tout ce qu'on peut trouver en BD. Ça n'empêche pas qu'il y a des expressions au niveau des visages des personnages, un choix de couleurs aussi qui est vraiment très, très vif par rapport à ce qu'on peut connaître dans les autres bandes dessinées. Tout ça pour dire que c'est en fait une série qui sort vraiment du lot par rapport à ce qu'on peut connaître en bande dessinée. Il y a 3 tomes de sortie, le 4e arrive le 23 novembre si je ne me trompe pas. Donc on l'attend avec impatience. La deuxième BD, là c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est Urban. Pareil, c'est une des premières BD science-fiction que j'ai découvert quand je suis arrivée à la librairie. La première fois que j'ai pu feuilleter ce livre, j'ai tout de suite pensé à Blade Runner en fait. C'était un de mes films préférés dans les années 80. Donc là, on suit les aventures en fait d'un jeune fermier qui arrive dans une ville, la ville de Montplaisir en fait. Et dans cette ville, tout est fait pour que les gens qui arrivent en fait puissent profiter de la journée par tous les moyens possibles. Donc ce jeune fermier qui arrive dans la ville a pour but en fait de devenir policier dans la ville. Sauf que rien ne se passe comme il avait prévu. Tout est géré par une personne dans cette ville, ce qui fait qu'il y a des règles qui sont mises en place qui n'existent pas ailleurs. Donc au fur et à mesure de l'aventure, on se rend compte que ça sera vraiment compliqué pour lui de pouvoir intégrer l'équipe de police. Ce qui m'a vraiment plu dans cette BD, c'est l'originalité du scénario qui aurait pu être écrit aussi pour un roman SF. Les personnages se mettent vite en place et on plonge entièrement, donc ce que je vous disais, dans l'univers de Blade Runner, même dans l'univers du 5e élément. Là où aussi j'ai eu un coup de cœur, c'est pour les dessins. Il y a des superbes planches à l'intérieur, avec des scènes d'action de haute volée, des couleurs percutantes, des superbes panoramas, et puis des prises de vue qui changent souvent, donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer en fait. Les images suivent vraiment le scénario et l'histoire. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant à lire. C'est vraiment très dynamique. Donc pour l'instant, pour celui, je ne pense pas qu'il y ait une date de sortie prévue pour le prochain. Alors, moi, je sais que je suis l'auteur sur Facebook. Il y a pas mal de planches là qui ont été travaillées dernièrement, mais j'ai toujours pas de date. Voilà. Bonsoir. Alors, au niveau des jeux de société, moi je vais vous présenter 2 de mes coups de cœur, Orbis et Imaginarium. Donc pour commencer, Orbis, on est sur un jeu des Space Cowboys, écrit et réalisé donc par Tim Armstrong. C'est un jeu méchant. C'est bien des jeux méchants. Ça se joue à 2, 3 ou 4 joueurs, entre 30 et 40 minutes la partie. Même si vous avez jamais fait ce style de jeu, il est assez intuitif en prendre en main. Tout est géré par des iconographies, des couleurs, des choses comme ça. On joue des dieux, c'est bien des dieux. On est là pour construire son propre univers. Donc on va récupérer des bouts d'univers qui traînent à droite à gauche sur la table, afin de pouvoir construire son propre univers où on va vraiment diriger d'une main de maître. Pour ça, à chaque fois qu'on va récupérer des bouts d'univers, on va tout simplement faire apparaître, comme on intervient sur le jeu, des cultistes qui vont croire en nous autour du plateau. Et plus il y en aura, plus vous allez pouvoir les récupérer et les massacrer afin de, comme un bon dieu qui se respecte, pouvoir augmenter la taille de votre univers. Tout ça pour dire que c'est très fin. Ça paraît comme ça assez violent, mais l'idée de départ, c'est de se dire que quel que soit le nombre de joueurs, ça va être interactif. C'est un jeu où on va chacun notre tour pour choisir quelle tuile on va récupérer, mais chaque choix a son importance. En fonction des tuiles que vous récupérez, vous allez donner des points aux autres. Il faut réussir à en récupérer plus. Et donc il y a un côté très punitif aussi dans le jeu. Notre univers va avoir une forme de pyramide. Il faut bien choisir les premières tuiles que vous récupérez pour faire votre base, parce qu'elle indiquera ce que vous avez le droit de construire par la suite. Donc si vous vous plantez au départ, vous allez le payer tout le long du jeu. Et vos adversaires seront les premiers à vous le rappeler durant toute la durée de la partie. C'est assez agréable. Pourtant, je suis un fan de jeux coopératifs, mais ce côté très méchant sur la table, de manière assez immédiate, c'est vraiment intéressant. En plus, graphiquement, c'est une petite tuerie. Je vous laisserai les exemplaires ouverts pour que vous puissiez cafouiller dedans. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment malin. J'espère que le monsieur fera d'autres jeux par la suite, parce que là, il tient une bonne idée. L'autre coup de cœur, Imaginarium. Moins nouveau, sorti en début d'année par le sieur Catala et le sieur Sirex. Alors, Catala, il n'est pas besoin de le présenter dans le milieu du jeu, c'est un des hommes les plus productifs
en France au niveau des jeux. Il doit sortir à peu près 6 à 8 jeux par an, facile. Ce qui est énorme quand on sait qu'il faut à peu près 2 à 4 ans pour faire un jeu. Vous imaginez un peu la cadence qu'il peut avoir. Le Sursirak, c'est son premier jeu. Et en fait, ils se sont rencontrés, ils ont sympathisé, ils ont créé Imaginarium. Alors, pour le coup, c'est un vrai pari. Ils ont créé une mécanique. Et c'est l'éditeur Bombix qui a entièrement travaillé le look. Et eux, ils sont tombés en fait sur un artiste peintre tchèque. Et ils lui ont laissé carte blanche pour travailler le visuel. Ils voulaient une ambiance steampunk. Ils lui ont laissé carte blanche. On se retrouve avec des cochons avec des ailes. On se retrouve avec un dépotoir qui ressemble à une grande bouche géante qui va gober les pièces que vous voulez pas récupérer. On va se retrouver avec des monsieur koala qui viennent vous aider à réparer des machines, des choses comme ça. C'est purement surréaliste. Donc déjà, l'objet en lui-même est juste merveilleux. Le plateau est somptueux, aussi dérangeant qu'attirant. Et après, au niveau mécanique, c'est juste super fin. Ça se joue à 2, 3 ou 4 joueurs. Le speech, on est des mécanos de génie. On est là pour récupérer à la case des vieilles machines qui marchent plus du tout. Et on a 2 options. On peut ou les désosser afin de récupérer les matières premières, récupérer tous les éléments à l'intérieur pour avoir des points de victoire et puis réparer d'autres machines, ou on peut essayer de les réparer pour les utiliser. Seulement, on a un petit labo, on a un tout petit garage pour stocker nos machines, et on peut avoir 4 machines en simultané. Et 4 machines, ça arrive très vite. Du coup, quand on en récupère une 5e ou une 6e, il y a 2 choix. C'est où on jette de vieilles machines, et ce serait dommage quand même pour recycler, ou on va faire fusionner des machines. Et c'est là où l'idée géniale du jeu réside, c'est que ça va être à vous de créer des combinaisons et de créer des machines qu'on n'a pas encore créées. Chaque machine peut marcher en combinaison avec 1, 2 ou 3 autres machines, c'est indiqué sur les cartes à chaque fois. C'est à vous de choisir ce que vous allez faire, parce que ça vous prend du temps, ça vous prend des actions, donc il ne faut pas vous louper. Il faut bien choisir ce que vous allez prendre. Il y a très peu d'interaction directe entre les joueurs, si ce n'est qu'on va se piquer les machines les uns des autres, enfin celles que les autres aimeraient bien vouloir. Donc c'est un jeu où on surveille pour essayer de deviner les stratégies de l'autre, pour essayer de le coincer. Mais est-ce que c'est vraiment rentable d'embêter les autres? Au final, peut-être pas tant que ça. Donc c'est à vous de construire le mieux, de choisir dans le meilleur ordre possible ce que vous allez faire. Dernière petite astuce, les choix d'action. Pour les gens qui ont déjà essayé des jeux comme ça d'action, souvent vous avez une action à faire parmi 5-6. Là, vous avez 6 actions différentes, vous devez en choisir 2, mais vous ne pouvez pas choisir n'importe lesquelles. Il y a un petit cadran qui indique les 6 actions. Si vous voulez faire l'action qui est juste ici, vous serez obligé en même temps de faire l'action qui est avant ou après. Donc cette obligation vous demande de sélectionner 2 actions parmi 6 qui ne sont pas libres. Et rien que ça, c'est un petit coup de génie, parce qu'on était habitué à pouvoir choisir un peu tout et n'importe quoi sur les jeux, ce qui fait que des fois on faisait vraiment n'importe quoi. Ça semble être un guide au départ, et finalement c'est presque une contrainte. Et fonctionner sur des jeux de contraintes comme ça, c'est pas mal du tout. Ça réapprend aux gens à faire des choix stratégiques, à les réfléchir sur long terme. Un petit peu plus complexe à prendre en main qu'Orbis, plutôt du 10-12 ans minimum pour la complexité, pour la durée de jeu, et vous comptez en moyenne un peu moins d'1 heure pour la partie. Donc ça reste des formats rapides, mais vraiment juste super beau. Voilà mes premiers coups de cœur, la suite au prochain épisode. Alors, je continue et je termine ce qu'a commencé Natacha avec la BD adulte, donc imaginaire naturellement. Donc, je commence par Mégaliode. Qu'est-ce que c'est? On est dans une terre qui est assez similaire à la nôtre, mais ça n'est pas la nôtre pour le coup, et qui a été complètement asséchée. Asséchée pourquoi? Parce qu'il existe en fait un peuple d'en haut et un peuple d'en bas. Le peuple d'en bas, ce sont les gens pauvres, ce sont les fermiers, ce sont les gens qui luttent pour le coup pour survivre, surtout dans un monde complètement aride, puisque l'eau a été extirpée des nappes phréatiques et remontée dans les villes d'en haut, où vivent les gens riches, les gens beaux, les gens intelligents, enfin bref, vous avez compris un peu le topo. La ville d'en haut, la ville d'en bas. Nous, on va suivre Jarry, qui est un jeune berger, il a hérité du troupeau de sa famille, donc il y a plus de 2000 bêtes, si je me souviens bien. Bête un peu particulière, si vous voyez la couverture, ce sont bel et bien des dinosaures. Voilà, ça change, c'est pas mal. Donc lui vit sa vie de fermier d'en bas tranquillement, on va dire. Sauf que justement, le peuple d'en haut fait pas mal d'expériences scientifiques pour essayer d'avoir de plus en plus d'eau, puisque comme ils ont pris tout ce qu'il y a dans la terre, ils vont essayer d'avoir ce qu'il y a dans le ciel. Suite justement à ces expériences météo, en fait, tout le troupeau, l'intégralité du troupeau de Jarry est exterminé. Naturellement, il le prend assez mal, je pense que tout le monde l'aurait mal pris, et il décide en fait d'aller à la capitale la plus proche pour aller demander des comptes. Arrivé justement sur place, et il voit justement toute la misère, et surtout il va rentrer en contact avec un groupuscule de révolutionnaires, et après c'est la suite de l'histoire, encore une fois je vais pas non plus tout vous dire. La particularité, c'est en un seul volume, et ça c'est bien, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre la suite. Vincent Perriot fait absolument tout, pour le coup, le dessin comme le scénario. La couleur, je suis pas sûre, par contre, souvent les mises en couleur, c'est à part.
Et justement, que ce soit les dessins comme la couleur, je les trouve magnifiques. Histoire superbe, pour le coup, qui nous laisse à réfléchir, mais c'est pas moralisateur. Le but non plus, c'est pas de tous déprimer en ce qui concerne l'écologie, mais mine de rien, il y a une bonne dose d'écologie qui est mise là-dedans. On appelle notre planète la planète bleue, c'est pas pour rien. L'eau est très importante, et là, pour le coup, voilà ce qui pourrait se passer, en dehors des dinosaures naturellement, s'il n'y avait plus d'eau. On change du tout au tout dans le style. Là, je vais vous parler de Trackmage. 2 tomes de sortie pour l'instant. Le 3e et dernier est prévu pour janvier, début janvier, si je me souviens bien. Personnellement, je l'attends avec impatience. Trackmage, c'est quoi ? C'est un genre nouveau dans la fantasy. C'est de la fantasy rurale. C'est extrêmement drôle. Si vous êtes familier des vieux fourneaux, qui n'a rien à voir avec la littérature de l'imaginaire, si vous êtes familier avec le loup en slip, puisque ça va avec les vieux fourneaux, tout ça pour vous parler du scénariste qui n'est autre que Lupano. Si vous avez déjà lu d'autres de ses BD, Lupano, c'est quelqu'un qui est très bon dans sa narration, mais aussi dans son humour, parce que on se marre, et on est obligé de rigoler, que ce soit les vieux fourneaux comme ça. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que nous allons suivre justement un jeune berger, encore un, qui est spécialisé dans le fromage de Pécadille, une sorte de chèvre. Et un jour, on est dans un monde où la plupart des magiciens se battent entre eux. Et naturellement, ce sont des aigles énormes, un petit peu comme dans le Hobbit. Ce sont aussi des dragons, pour le coup. Ce sont des destructions massives. Et lui aussi, pas de bol, son troupeau y passe, sauf une. Myrtille, qui est excellente, qui reste avec lui et surtout qui va partir en quête avec lui parce que là il en peut plus, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et il a décidé de devenir le trackmage, c'est-à-dire d'arrêter la guerre une bonne fois pour toutes entre tous les mages, de trouver l'épée c'est Durandal qui va lui permettre de se battre contre tout le monde et de ramener enfin la paix. Sauf que ce n'est pas un soldat, c'est un berger qui n'y connaît absolument rien, il sait même pas où est-ce qu'il doit aller, mais il s'en fout, il y va. Et sur son chemin, il va rencontrer donc pas mal de personnages. Je ne vais pas tous vous les décrire, sauf une qui est juste magnifique. En plus de Myrtille, il rencontre une fée qui boit pour oublier. Sauf qu'elle a oublié quoi. Voilà, moi je trouve ça magnifique. C'est du Lupano, c'est du grand art. C'est complètement dingue. Encore une fois, vous passez un excellent moment. Et le 3e et dernier tome, donc en janvier. Voilà, venez me voir parce que le jour de la sortie, je l'aurai lu, c'est certain. Donc moi, j'ai commencé par vous présenter des jeux. On verra d'autres choses après. Des jeux coopératifs. Alors, on a décidé de vous représenter Unlock pour ceux qui connaissent. Puis pour ceux qui connaissent pas, c'est dommage. Donc, on va vous le présenter parce que c'est vachement bien. On l'a jamais assez présenté. Il faut encore le présenter et je peux encore en mettre une tartine si vous voulez. Le concept d'Unlock, c'est les escape rooms. Pour ceux qui connaissent pas, le principe des escape rooms, on vous enferme dans une pièce pendant 1 heure et à vous de trouver la sortie. Faut décrypter, faut trouver les codes, faut trouver les cadenas, faut fouiller sous la table, dans la cheminée. Faut dépouiller la pièce sans l'abîmer. Voilà. Et un jour, il y a un mec, Cyril Demeg, l'auteur, qui s'est dit je verrai bien ça sur ma table de jeu. Et donc avec ses potes ils se sont mis au travail et ils nous ont sorti cette petite merveille. Le principe, en fait, vous avez des cartes, vous les combinez entre eux, vous essayez de trouver des solutions, et quand vous pensez l'avoir, vous rentrez vos codes dans une application qui vous déverrouille du coup les nouvelles cartes et vous avancez comme ça. La force d'Unlock, c'est pas seulement son application, son mode de jeu, c'est aussi ses univers. Ils ont pris le parti de dire pour chaque aventure, un nouvel univers, une nouvelle mécanique ajoutée à celle que vous avez dans les règles de base. Et ça, c'est énorme. Parce que là, moi, je suis partie sur la boîte 4, je sais pas pourquoi, j'aurais pu prendre la boîte 1 où il y a les règles de base, mais à la boîte 2, on vous ajoute un nouveau système d'application, la boîte 3, un nouveau système de jeu, puisqu'on part avec, par exemple, le magicien d'Oz, où là, il faut plus s'enfuir, il faut ramener la pauvre demoiselle chez elle parce qu'elle a été embarquée dans la tempête. Là, dans celui-ci, il y a les cauchemars, il faut sortir du rêve, il faut battre les monstres. Et à chaque fois, comme ça, dans chaque histoire, on vous donne une nouvelle façon de jouer, en s'éloignant de plus en plus de ce qu'était l'escape room au début. Et donc après, je vais vous parler des Montagnes Hallucinées, qui est mon gros coup de cœur en coopératif, parce que en plus d'être un jeu, c'est une adaptation d'une nouvelle d'H.P. Lovecraft, qui est un de mes auteurs préférés. Et en fait, donc, dans les Montagnes Hallucinées, on va faire comme dans la nouvelle, on est un groupe d'explorateurs et on se dit, tiens, la montagne a l'air vachement sympa, il paraît qu'il y a des tombeaux cachés là-bas, si on y allait, ce serait fun. Manque de bol, c'est pas du tout fun parce qu'on est dans l'univers Lovecraft, il y a des monstres, il y a des reliques, il y a des choses qui vous feront redevenir fou. Le but n'est pas de revenir sain, c'est de revenir en vie. Pour ce faire, donc, on va emmener notre petite expédition à travers les montagnes. À chaque endroit où on va entrer, on va avoir des missions à remplir, des cartes à défausser, il va falloir communiquer, s'entendre. Et là où on abandonne le côté stratégie et qu'on passe dans le côté ambiance fun, c'est que vous êtes dans Lovecraft, vous devenez fou. Vous la jouez, la folie. Vous êtes bègue, va falloir bégayer. Vous avez peur du noir, va falloir penser à
vérifier que la lumière est allumée dans la pièce. Vous avez du mal à compter, vous ne pouvez plus donner aucun chiffre. Et c'est comme ça en permanence, et ça va devenir de pire en pire. Parce que plus vous visitez les montagnes, plus vos folies s'aggravent. En gros, c'est vraiment du bon, c'est vraiment fun. La petite particularité qui est un peu dommage, c'est qu'il faut être minimum 3 joueurs. Mais je pense que pour des soirées animées, on a généralement plus que 2 à la maison. Voilà, c'est vraiment du bon, je vous conseille de le tester. Bonsoir. Moi, je vais vous présenter 2 romans jeunesse. Un troisième, il faut toujours un petit point de comparaison. Avant d'être libraire jeunesse, j'étais étudiante en master littérature de jeunesse, qui était fantaisie, tout ça. J'ai des critiques que j'aimais pas. Et j'ai un fabuleux métier aujourd'hui qui m'a fait changer d'avis. Je ne suis pas issue de cette génération de Pierre Bottero, d'Éric Lhomme, tout ça. Moi, je connaissais d'autres auteurs, je connaissais d'autres univers. Et j'ai découvert ça sur le tard. Et pour autant, j'aime énormément. Et c'est pour ça que j'ai choisi une saga de chez Rajo. Rajo, éditeur de Pierre Bottero, des Quêtes des Willan, des Mondes des Willan et des Lana. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Pierre Bottero, qu'on regrette beaucoup. J'ai choisi Terre de brume de Cindy Van Wilder, qui est autrice des Outrepasseurs. Et là, c'est un premier tome que je découvre. Le monde de Mirard était partagé par des prêtres qui faisaient de la magie avec les éléments dont ils disposaient. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Et la brume qui était engendrée par cette magie, cette brume toxique, cette brume dangereuse qu'on stockait quelque part, un jour s'est déversée sur Mirard et a tout anéanti. Quand je dis tout, c'est les mers. Quand je dis tout, c'est l'air. L'air n'est plus respirable, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de lac, de mer pour voguer. Il y a seulement de la brume dangereuse. Il y a eu énormément de morts dans ce bouleversement. Il y a des survivants qui peinent à manger, qui peinent à vivre, mais il reste de la magie, il reste des prêtres, des apprentis, il reste donc l'eau et le feu. On ne va pas dire qu'ils sont copains. Ceux qui pratiquent la magie de l'eau vivent près d'un aqueduc. On suit donc les aventures d'une jeune apprentie qui s'appelle Hera, orpheline, et une autre personne, une magicienne du feu, elle-même apprentie du feu, disais-je, Intisar, pardon. Et leurs destins vont se rencontrer, leurs chemins vont se croiser, une belle amitié va naître. Lorsque Intisar utilise son don avec le feu, elle rentre dans le pays des esprits, des morts, et elle voit une vague de brume qui, cette fois-ci, pour la première fois, contient des âmes, des humains, mais qui ne sont plus vraiment vivants et qui sont affamés et qui veulent tout détruire sur leur passage. Et quand je dis tout, au fait, c'est plutôt l'aqueduc où sont les personnes, les magiciens de l'eau. Et donc voilà, Intisar va désobéir au prêtre, va se sauver, va s'enfuir pour tenter de prévenir Hera et tous les prêtres. Elle va se faire insulter, elle va se faire emprisonner. Je dis pas qu'elle va se faire torturer, mais elle va se prendre une sacrée gifle. Donc au péril de sa vie, elle va quand même sauver des gens de l'eau, et la magie de l'eau et la magie du feu vont se mélanger. Hera et Intisar vont devoir trouver la cause de cette espèce de démon de brume et vont tenter d'obtenir beaucoup de réponses. C'est un peu compliqué à résumer, mais en tout cas c'était très très beau, très intéressant. J'aimerais juste vous lire un extrait, page 167, ce qui ne signifie pas que je vous spoil, promis, mais je pense que ça résume au mieux les choses. Le bouleversement n'a pas seulement fracturé notre monde, il a aussi détruit les anciennes alliances. Chacun s'est réfugié dans son coin, se méfiant de son voisin. Et les prêtres n'ont pas agi autrement. Ceux de l'eau ont trouvé refuge auprès de l'aqueduc. Les sœurs et frères de feu ont gagné les hauteurs pour cultiver leurs précieuses éclatantes. Les souffleurs se sont lamentés sur l'absence de vent avant de partir aux confins du monde dans l'espoir de le retrouver. Quant aux semeurs, personne n'en a plus jamais entendu parler. Et j'avais très envie de le mettre en perspective avec Nouvelle Sparte d'Éric Lhomme. Alors, le rapport avec la choucroute, ça va être compliqué à faire le lien, puisqu'au fait, je sais pas, j'ai pensé à Nouvelle Sparte pendant toute ma lecture de Terre de brume. Point commun, en fait, c'est très difficile à établir. Je sais pas, j'ai retrouvé un univers, j'ai retrouvé quelque chose, j'ai retrouvé la patte d'Éric Lhomme, j'ai vu un talent chez Cindy Van Wilder que j'avais rarement lu. Premier tome, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. C'était vraiment, vraiment super chouette. Je passe maintenant à un âge un peu plus petit, puisqu'il n'y a pas que des grands qui lisent ça. C'est Le Dragon au cœur de chocolat. On change complètement de registre. Je vais vous cacher un bout de la couverture et vous allez comprendre pourquoi. On suit les histoires d'Aventurine, une dragonne avec un sacré caractère. Elle est enfant, donc une petite dragonne qui vit encore dans sa grotte.
Elle en a encore pour 30 ans à vivre là, le temps que ses écailles se forment. Le caractère est déjà bien trempé. Et elle passe son temps à se chamailler avec son frère, Dragon, fan de philosophie humaine. Mais Aventurine déteste les humains. Elle les aime morts pour les bouffer. Ça lui tape sur les nerfs que son frère lui cite des Aristote, des ceci, des cela, des on s'en fout. Et vient le moment où c'est la dispute de trop et où Aventurine fugue. Elle tombe sur un petit humain rikiki de rien du tout qu'elle va s'empresser de dévorer. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Le souci, c'est qu'il y a une odeur extraordinaire qui se propage dans ses narines. Elle n'a jamais rien senti de tel. Et quand je vais vous dire ce que c'est, ça va vous faire tilt, c'est du chocolat. Elle va sentir l'odeur du chocolat qu'elle n'avait jamais senti auparavant et sa vie va se transformer. Et donc elle passe un pacte avec ce petit humain. Il va rajouter un petit peu de cannelle pour que le chocolat soit meilleur, je le cite. Et le problème, c'est que ce petit humain, c'est un mage alimentaire qui peut transformer les aliments en ce qu'il veut. Et donc il va lui laisser le goût du chocolat, il est sympa quand même, il a bien compris qu'elle n'en avait jamais mangé. Mais il va la transformer en ce qu'elle déteste le plus au monde, en petite humaine. Et donc, condamnée à mourir puisqu'elle n'a aucune défense, ce n'est encore qu'une petite enfant, elle va devoir survivre dans cette terre des hommes hostiles, sauf que maintenant, elle a un but, elle a un rêve, elle sait pourquoi elle est faite, le chocolat. Il existe dans la ville des hommes 3 maisons de chocolat, c'est-à-dire des maisons où on fabrique le chocolat. C'est un milieu extrêmement snob où les apprentis doivent très bien présenter, c'est-à-dire petit costume, un peu prout-prout. Et Aventurine, vous vous doutez que de dragonne qui se roulait dans la boue et qui, je cite, bouffait les humains au petit-déj, n'est pas ce qu'on peut appeler des plus élégantes. Elle va trouver porte close aux 2 premières maisons de chocolat, mais à la 3e, elle va tomber sur Marina, une maître chocolatière qui ne regarde pas l'apparence, mais qui regarde le talent. C'est très très chouette, c'est ce que je peux appeler moi un livre feel-good. C'est sur l'ambition, c'est sur la confiance en soi. C'est une histoire qui est très très belle et qui soulève pas mal de problèmes, notamment les parents qui parfois ne laissent pas assez de temps à l'enfant pour trouver sa voie, pour se découvrir et savoir ce pourquoi on est fait. Et c'est quelque chose qui donne une belle leçon aux petits et aussi aux grands. Voilà, c'est 2 coups de cœur à moi. Passons à des jeux d'apéro. Alors, pourquoi jeu d'apéro ? Le vrai terme, c'est jeu d'ambiance. Mais jeux apéro, c'est comme le jeu. C'est un bon petit moment qu'on a envie de partager avec les copains. Alors l'intérêt de ces 2 jeux-là, c'est qu'ils prennent pas de place sur la table. Ils vont vous permettre de faire durer l'apéro très 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 longtemps, si vous voulez, parce qu'ils sont rejouables à l'infini, vous allez voir. Ça va même être dur de s'arrêter. Peanut Club des éditions Lumberjack, une maison d'édition française. C'est un petit coup de génie. C'était mon gros coup de cœur de cet été. C'est un jeu d'enchères à l'américaine, d'enchères à la criée. On va être là pour acheter des objets de collection. On est dans le futur et on va acheter des objets de collection du siècle précédent. Donc on va acheter quoi ? On va acheter une ogive dédicacée par Mikhail Gorbatchev. On va acheter les 7 boules de cristal. C'est top. On va acheter une poupée vaudou de Trump. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. La brûler, c'est idéal. Une place ovale là, parce qu'on n'en a jamais assez. Une place ovale là, c'est bien. Donc ça, c'est qu'une partie des collections d'objets qu'on va pouvoir acheter. Derrière ce petit côté loufoque, chacun de ces objets appartient à une collection précise. Et chaque joueur va jouer un collectionneur précis qui va rechercher en particulier cette collection. Mais même si c'est pas votre collection, ça vous ramènera des points. Puis au mieux, ça enlèvera des points aux autres. Donc c'est pas mal. Maintenant, l'autre petit coup de génie derrière l'humour. 3 monnaies dans ce jeu-là. Jeu d'enchères, donc on va avoir des valises remplies de millions de dollars. C'est toujours bien, c'est universel, ça va avec Trump. On va aussi avoir des valises de cacahuètes. Cacahuètes, mine de rien, il y en a partout. Il y en a pas partout, donc ça peut être rare, donc c'est pas mal comme monnaie. Et puis dernière monnaie, c'est le chameau. En fait, c'est un jeu où chaque joueur aura 3 types de monnaies dans sa main, réparties de manière aléatoire. On va déterminer au hasard, au début de la partie, quel est l'ordre de ces monnaies. Et on va pouvoir jongler d'une monnaie à l'autre durant toute la partie. Chaque joueur a des jokers pour foutre le brin. C'est ça qui est bien. C'est qu'au début, vous étiez pauvre, parce que vous n'avez pas beaucoup de millions de dollars, mais plein de cacahuètes, et puis il suffit d'un petit coup de génie pour dire que la cacahuète, c'est top. Et à ce moment, c'est vous qui êtes le plus riche de la table. À vous de toujours faire croire aux autres que c'est vous le plus riche. À vous de bluffer et de réussir à gagner le maximum d'enchères. C'est vraiment addictif, même en petit comité, à partir de 3 joueurs, ça passe impeccable, et vous pouvez jouer tranquillement jusqu'à 6. En théorie, c'est une demi-heure, si vous arrivez à faire qu'une seule partie. Un autre coup de cœur, c'est Affinity. Alors, pour la petite histoire, c'est un jeu auquel je ne croyais pas du tout. Un jeu sur les émotions, le but du jeu, c'est de réussir à deviner les émotions des autres. Ouais, super. C'est pas une psychanalyse, mais pas trop loin, mais en fait, c'est juste fun, et c'est complètement barré. Il y a 2 niveaux de lecture pour le jeu. Vous allez pouvoir jouer avec des ados ou des enfants, des émotions assez simples à faire deviner, et puis vous allez pouvoir jouer entre adultes, avec une version remplie de sous-entendus. Chaque joueur se retrouve avec 3 cartes de début de phrase, 3 cartes de milieu de phrase et 3 cartes de fin de phrase,
qui sont entièrement piochés au hasard. Autrement dit, il va falloir trouver des liaisons entre deux. Quand c'est mon tour, je pioche une émotion que je vais devoir vous faire deviner. C'est un jeu coopératif, donc le but c'est pas de se piéger, c'est que les autres arrivent à trouver quelle est l'émotion que vous devez retranscrire. Et à vous de piocher parmi ces 9 cartes, 3 cartes pour créer une histoire qui va faire ressentir cette émotion-là. Alors dit comme ça paraît bizarre. Je peux vous garantir qu'une fois y avoir joué, c'est juste addictif. Ça marche super bien, vous pouvez jouer avec n'importe qui. Moi j'ai découvert en salon professionnel, et c'était du grand n'importe quoi de voir que des gérants de boutiques et des éditeurs qui ont tous 30 ans, 40 ans, 50 ans se retrouver à parler de Père Noël dépressif dans un cimetière pour essayer de faire ressentir la joie. Je vous raconte, c'était juste extraordinaire. C'est autant à jouer avec des gens qui sont très expressifs que des gens qui sont très introvertis. Ça marche aussi très bien. En plus de ça, au niveau graphique, ils ont fait un vrai choix. Ça sort de l'ordinaire, ça rentre pas du tout dans les canons qui marchent, qui sont à la mode. C'est un vrai prise de risque pour l'équipe. Ils se sont mis à 4 auteurs pour travailler dessus, pour le dessiner. C'est juste un petit bijou. Si vous avez l'occasion, essayez-le. Offrez-le comme excuse. Vous le ferez, vous y jouez, vous verrez. C'est juste trop bien. Donc c'est moi qui vais vous présenter les mangas ce soir. Je vais commencer avec l'Atelier des Sorciers. Alors l'Atelier des Sorciers, l'auteur c'est Kamome Shirahama. Vous la connaissez peut-être si vous lisez beaucoup de comics. À l'origine, elle est aux États-Unis pour illustrer des couvertures de comics, Marvel, DC, tout ça. Et elle est rentrée chez elle, elle a dit « je veux sortir ma série » et on la retrouve du coup dans l'Atelier des Sorciers. L'Atelier des Sorciers, en fait, on est dans un univers médiéval fantastique un peu européen, en fait. C'est dans un univers dans lequel les sorciers sont des élus. Vous naissez sorcier ou vous ne serez jamais sorcier. Voilà la règle. Sauf que Coco, la petite fille, l'héroïne, elle, depuis qu'elle est petite, elle veut être sorcière, elle en rêve. Et un jour, quand Kieffrey, un sorcier, s'arrête au village, elle rentre dans sa maison le soir, elle l'espionne et elle découvre que la magie, c'est du dessin. Vous savez dessiner, vous savez faire de la magie. Du coup, elle rentre chez elle, elle fouille dans sa boîte, et elle ressort un vieux bouquin de magie que lui a offert un inconnu quand elle était petite. Elle se dit, je vais essayer. Elle essaye, et elle lance un sort, et elle sait pas du tout ce que c'est, et forcément, elle pétrifie sa mère. Du coup, elle s'en veut, elle se fait sermonner par le grand sorcier Kieffrey, qui lui dit, bah voilà, t'es au courant, il y a 2 façons. Soit tu meurs, soit tu deviens sorcière. Elle fait le choix très vite, c'est son rêve, elle a la possibilité, elle le fait, elle y va. Et du coup, elle se retrouve embarquée dans une école de magie où tout le monde est élu magicien et elle est juste l'ignorante. Donc forcément, elle est montrée un peu du doigt, elle essaie de faire sa place, elle essaie d'avancer comme elle peut, et c'est pas toujours facile. Du coup, l'auteur nous a mis face à des situations plutôt comiques pour nous montrer que tout va bien, qu'elle va s'arranger. À chaque fois, elle fait des boulettes, elle les rattrape, elle se fait des amis. On est très proche d'un Harry Potter par certains aspects. D'abord pour ce côté découverte d'un enfant qui croit n'importe qui et qui devient un sorcier, mais aussi pour le côté très sombre. Parce que moi, la première fois que j'ai lu, je me suis bidonnée. Et puis là, je l'ai relu pour la présentation et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un côté hyper sombre à l'Atelier des Sorciers avec une quête du mage noir. Quel inconnu peut mettre dans les mains d'une petite fille de la magie noire. Et ça va être toute sa recherche à elle d'essayer de ramener sa maman et à Kieffrey le sorcier de trouver qui a mis le bouquin dans les mains de la petite fille pour la sauver. Et pour sauver la maman. Et je peux pas vous en dire plus parce que là, je vous ai déjà raconté les 20 premières pages et ça me rend triste parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs à vous raconter dessus, mais je peux pas. Je vais vous parler du coup du dessin, qui pour le coup, moi, c'est ce qui m'a attiré la première fois quand j'ai vu la couverture. On est dans un style très, les livres de contes pour enfants. Un dessin très chargé, on a beau reconnaître des traits de manga, on sent qu'à l'origine, la nana n'est pas mangaka, qu'elle s'y est adaptée et qu'elle a voulu faire un lien avec justement cet univers de fantastique, de contes européens, et elle nous le rend très bien. D'ailleurs, sur la couverture, moi, j'ai juste trouvé magnifique avec les enluminures, les traits de dessin. Et je vous dis, on retrouve toute cette ambiance un peu magique, un peu étrange. On retrouve aussi ce côté un peu japonais, du fait il y a un lien avec les univers Ghibli. On a un petit verre-pinceau qui nous rappelle les petites noiraudes de Ghibli. On a des gros monstres qu'elle croise dans la forêt qui ont des faux airs de Totoro. C'est rempli de petits détails comme ça et on sent qu'elle mélange les 2 univers et c'est juste super bien fait. Juste pour info, la série a 3 tomes pour le moment. Le 4 arrive très bientôt. Du coup, je vais vous parler de mon deuxième coup de cœur, Ken N. Alors lui, je suis tombée dessus par hasard parce que il n'était pas du tout mis en avant parce qu'il a fait une sortie hyper discrète et puis j'ai découvert une fois qu'il y a eu 4 tomes de sortie, donc c'était vraiment un coup de bol et un très bon coup de bol. On est dans un Japon médiéval, purement médiéval, mais avec leur contes traditionnels avec les yokai, les mononoke, les esprits qui vous hantent vos baraques, tout ce genre de choses. Et il y a un petit village qui reçoit la demande d'un démon, un kakuen, qui leur demande de leur donner la fille du chef. Envoyez-nous la fille du chef ou vous mourrez tous. Le village est pas tout à fait d'accord, il missionne un bonze qui doit aller chercher Hayate, le grand chasseur de démons.
Et quand le bonze arrive devant Ayate n'est ni plus ni moins qu'un chien. Et tout le monde sait que dans le Japon médiéval, les chiens mangent les singes. Coup de bol. Donc, il emmène le chien avec lui. Il le met à la place de la jeune fille dans un cercueil pour que le démon vienne le chercher. Et quand le démon vient à minuit chercher la jeune fille et qu'il tombe sur un chien, sa réaction, forcément, c'est « Oh le beau toutou, je vais l'adopter ». Et là, vous avez le ton de la série. En permanence, on a ce lien de ce démon horrible, oh mon Dieu, il en veut aux humains, qui est fan de son animal. En permanence, il va vouloir le nourrir, s'en occuper, etc. Sauf que, au petit matin, quand il a ramené le toutou a bien dormi et qu'il est bien content d'avoir un maître, le toutou est un homme aussi. Le toutou change de forme et il lui dit « Tu m'as nourri, tu m'as adopté, je ne te tue pas pour le moment. » Parce que sa mission à lui, c'est de le tuer. Et on est coincé en permanence dans ce « Je suis avec mon maître, je suis heureux, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime pour autre chose qu'un chasseur de démons ». Le Kakuen qui est vachement heureux parce qu'il a un chien, il est fier de s'en occuper, mais il se dit « Mon Dieu, mon chien va me bouffer ». Et ça se passe plutôt pas mal puisque pour le moment, au 4e tome, il ne l'a toujours pas bouffé. Il aurait arrivé plein de choses, mais il n'est pas mort. Voilà, c'est en permanence du comique sur un fond de tragédie quand même, puisqu'en fait, si les Kakuen enlèvent les femmes, c'est parce qu'ils ne peuvent avoir d'enfants, puisqu'il n'y a pas de femelles dans leur espèce, et donc ils enlèvent des femmes pour avoir des enfants. Les humains les détestent, ils les détestent, et en fait, ils n'ont pas le choix, ils sont condamnés à vivre ensemble, même s'ils se détestent. Et le chien, lui, est fidèle aux hommes, il a une mission pour les hommes, mais il aime son maître, et il est coincé là-dedans. Du coup, je vous laisse découvrir ce qu'il advient de ce petit groupe. Je vais vous présenter Abracazam. Abracazam, c'est tout simple, on est des sorciers. Tout à l'heure, on avait des petites billes. Là, on a une baguette, comme vous pouvez la voir. Ah non. Ah, je sais. Je l'avais mise là, en fait. Je suis embêtée avec mon autre baguette. Donc, en fait, on est des sorciers qui devront communiquer des formules magiques à d'autres sorciers. Donc, nous sommes sur une table, on étale des cartes sur lesquelles sont présentées des formules magiques qu'il faut reproduire. Le problème, c'est qu'on a nous-mêmes des sortilèges. Donc parfois, on est victime d'un sort qui nous a transformés en licorne. Donc pour présenter le sort à nos sorciers, nos amis sorciers, il faut présenter le sort avec la baguette sur le front. Parfois aussi, on est transformé en sirène. Et là, il faut se mettre à genoux. Voyez-vous ? Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs. J'y ai joué samedi avec un enfant de 8 ans, une ado de 16 ans, moi qui en ai 27, mon père qui en a 56. Et franchement, ça marche super bien. On est tous magiciens et c'est vraiment super chouette. Ici, je vais vous présenter Panic Island. Encore un jeu de cartes. Oui, je le sais. Là-dedans, il n'y a pas de bibi, il n'y a pas de baguette. Mais il y a un sablier. Il y a un sablier parce que Panic Island, ça dure 2 minutes. Ni plus, ni moins. Donc ça, c'est très très bien quand on n'a pas trop le temps. On attend que maman fasse à manger. On joue à Panic Island. C'est ce que j'ai fait samedi, là aussi. Donc Panic Island, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un jeu de cartes coopératif, donc on joue tous ensemble pour s'échapper d'une île, la nôtre, qui est menacée par un volcan en éruption, qu'on voit ici. Donc comme vous le savez, un volcan, ça prend feu très très vite, donc là 2 minutes. Nous sommes des Cro-Magnons, ça se voit, non ? Et on s'en va. Le problème que pour s'en aller, il faut qu'on ait un radeau, la rame qui va avec, il faut nous sauver nous, nos femmes, les dodos, qui sont les petits oiseaux qui habitent avec nous, et leurs œufs. Tout ça en 2 minutes, sans faire péter le volcan. Je commence par la brigade des cauchemars, avec un nom qui devrait certainement vous parler. Franck Tillier, donc, principalement connu pour sous ses ouvrages en rayon policier. Ici, ce n'est pas une adaptation en BD d'un de ses romans, puisque ça se fait aussi. C'est vraiment un scénario original et pour le coup, moi je trouve Paris réussi parce qu'il parle vraiment à la jeunesse. L'âge minimum, 11-12 ans. Pourquoi ? Parce qu'on va partir sur une série un peu plus obscure. De toute façon, le titre vous le dit. La Brigade des Cauchemars, qu'est-ce que c'est ? On va suivre en fait 2 garçons qui sont frères adoptifs. Celui qui n'est pas en fauteuil roulant, Esteban, et celui qui a été adopté, l'autre est le fils de son père. Le fils de son père, hein, vous en doutez. Le monsieur que vous voyez derrière. Son père a un métier assez prenant puisqu'il est médecin spécialisé dans le comportement du sommeil. Et il a donc sa clinique privée où il reçoit pas mal de patients. Ce que les gens ne savent pas, par contre, c'est qu'il a créé une brigade qui s'appelle la Brigade des Cauchemars, où il envoie ses enfants, en fait, à l'intérieur des rêves des patients les plus hardcore. La particularité, c'est que ils ne doivent pas dire ou montrer aux dormeurs qu'ils sont réels et qu'ils viennent du même monde que lui. Ce qu'il doit faire, par contre, pendant le sommeil du dormeur, c'est de trouver la clé du cauchemar. Ils doivent savoir pourquoi
C'est là ce que ça veut dire. Et donc du coup, mettre sur la voie le dormeur pour qu'il s'en sorte de lui-même. Petite particularité, c'est que quand les deux enfants vont dans le rêve des patients, ils acquièrent un super pouvoir. C'est plutôt cool. Esteban peut passer à travers les murs et son frère peut marcher. Donc il aime beaucoup être dans les rêves, naturellement. Petite particularité à propos d'Esteban, c'est qu'il est amnésique. Il ne se souvient pas de sa petite enfance. Et dans le tome 1, la première patiente qu'on va suivre s'appelle Sarah. Et elle aussi souffre d'amnésie. Elle ne se souvient pas de sa petite enfance. Et oh tiens, c'est bizarre parce que son visage lui dit quelque chose à Esteban, mais naturellement il ne s'en souvient pas. Donc on a une deuxième intrigue autour du personnage d'Esteban et une troisième autour du personnage du père, qui n'a pas créé la brigade pour ses enfants, mais qui l'avait démarré au départ avec sa femme. Or sa femme, on ne la voit pas. Voilà, je ne vais pas vous dire pourquoi, sinon encore une fois, ça ne sert à rien. 2 tomes de sortie pour l'instant, le tome 2 est sorti là au mois d'août. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus, c'est très très bon. Voilà, je vous conseille. 11-12 ans quand même, hein, parce que on va avoir des passages qui peuvent être un peu plus obscurs, principalement quand on est dans les cauchemars, sans mauvais jeu de mots. Côté psychologique, en fait, puisque mine de rien, il n'y a pas seulement affronter sa peur, mais il y a aussi le passage à l'âge adulte quand on est ado au lycée, hein, parce que mine de rien, ça arrive avant pas. Voilà, la brigade des cauchemars. Et enfin, les bergères guerrières. Girl Power. Les bergères guerrières, c'est monde imaginaire naturellement. Hein. Il y a une guerre. On ne sait plus pourquoi. Tous les hommes sont partis à la guerre. Du coup, les femmes ont été obligées de se réorganiser pour la protection de leur village. Donc, elles sont bergères et à la fois guerrières. Bon, il y a un apprentissage, c'est ça, avec des capes de couleurs différentes. C'est trop bien. Plus quand on passe un grade, on a une autre cape. C'est génial. Et donc, nous, on va suivre les nouvelles recrues, hein, les enfants des mamans, et un jeune garçon qui aimerait bien intégrer les bergères guerrières. Sauf que c'est un garçon. Oui, ça change, mais surtout, il n'est pas une bergère. Du coup, il va se travestir et tout, sauf que lui, il n'a pas un bélier pour cheval, il a un chien, donc naturellement, il se fait griller dès le départ. C'est plus léger que la brigade des cauchemars, c'est à partir d'une dizaine d'années quand même. Le premier tome est surtout sur l'apprentissage, donc on va suivre justement comment on manie une arme, les premières excursions, le rapport aussi avec les supérieurs, c'est maman et mamie, hein, donc il faut aussi gérer ça. Et le deuxième tome pousse un peu plus l'intrigue, justement, le pourquoi de cette fameuse guerre et que sont devenus les hommes, tout ça. C'est très bon, c'est très beau, je trouve. Moi, je trouve les illustrations superbes aussi. 4 tomes sont prévus en tout, ça je le sais, un par an. Donc là, le dernier est sorti là pour la rentrée littéraire, donc a priori, le tome 3, pareil, le tome 4 l'année d'après. Pour continuer un peu dans l'imaginaire, Snowtime, des éditions de lui-même, qu'on réussit à faire un jeu qui est juste magnifique au niveau des illustrations, de l'univers, du plateau, tout ça. L'idée, un arbre qui ne fleurit qu'en hiver, qui donne des pommes délicieuses, parce qu'elles sont gelées. Et on va se battre pour les récupérer, ces pommes. Pour ça, on va chacun programmer l'endroit où on va être dans l'arbre. Le truc génial de ce jeu-là, qu'on appelle un double guessing, c'est qu'on a tous les mêmes cartes en main. On a tous les mêmes actions à faire. On va choisir en secret quelle action on fait parmi celles qu'on a, sachant que les autres peuvent faire exactement la même que vous. Comme je sais que vous savez que je sais que vous savez qu'on a exactement les mêmes choses, c'est là que ça commence à devenir tordu. Alors au début, on joue un petit peu au pif, on se place sur une branche, on regarde, ah, je suis seul sur la branche, génial, je récupère la pomme. Zut, on est 2, ah bah on récupère pas. Et puis encore mieux, c'est si vous êtes au-dessus de quelqu'un, vous l'empêchez de récupérer des pommes en lui balançant des boules de neige. C'est agréable de le foutre par terre comme ça. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, on perd nos cartes. Donc si vous avez un peu de mémoire, vous mémorisez les cartes utilisées par les autres. Et plus le jeu avance, plus il devient tordu, plus vous devez réfléchir, et plus vous devez vous bloquer, ou tenter de jouer au pif. Ça marche bien pour empêcher que les autres devinent ce que vous allez faire. C'est juste un petit bijou de jeu de raisonnement logique, un petit peu absurde, mais qui marche juste efficacement. Ça joue de 3 à 5 joueurs. C'est vraiment magique. Au début, on se laisse bercer par le visuel et par le matériel, puis au fur et à mesure, on rentre de plus en plus dedans. Et au bout d'un moment, c'est vraiment tendu. Les derniers tours, c'est terrible. On est tous en train de se regarder dans le blanc des yeux. Qui va jouer une carte? Qui va jouer ça? Qui va jouer ça? C'est juste hyper intéressant à regarder. Hein. Juste un boulot graphique merveilleux et un jeu très très bon. Autre jeu graphique très bien travaillé par les éditions Lubelude, qu'on fait Dixit, c'est Shadow Amsterdam. Alors, Shadow Amsterdam, à l'opposé de celui-là, où c'est très tendu, on cherche à deviner ce que fait l'autre, là on n'a pas le temps. 2 équipes. Au sein de chaque équipe, il y a un joueur qui sait où il doit envoyer son équipe avec son scooter, un chien ou un ours sur scooter, qui doit récupérer et traverser la ville
pour récupérer le premier des colis sans se faire avoir par les policiers qui veulent l'empêcher de remplir sa course. Les deux équipes jouent en simultané. Donc vous imaginez, alors si vous jouez à 2, c'est à peu près correct. Si vous jouez à 3, 4 ou 5 dans chaque équipe, vous imaginez un peu le dawa de réussir à se comprendre. Le truc, c'est qu'il faut communiquer par code. La personne qui sait où doit aller ne va pas dire dans quelle case aller, c'est trop simple. Donc pour ça, on va utiliser des illustrations, un peu à la Dixit évidemment, des illustrations un peu farfelues, qui n'ont rien à voir avec les illustrations qui sont dessinées sur le plateau. Il va falloir faire de l'association d'idées. Donc je vais choisir vite fait 2 cartes parce que je dois vous envoyer à 2 cases de là. Je vous donne les 2 cartes et c'est à vous d'interpréter les 2 dessins que je vous ai donnés et de trouver à 2 cases de là où vous êtes l'endroit où il faut aller. Sachant qu'il faut aller plus vite que l'équipe adverse qui joue en même temps que vous, qui braille en même temps que vous, qui parle en même temps que vous. Voilà. C'est le bordel. Et du coup, c'est efficace. C'est juste le gros bordel. Mais vous pouvez jouer avec n'importe qui. Des enfants, des adolescents, des adultes. C'est un jeu d'interprétation. Ça paraît très léger comme ça, mais en fait, c'est un jeu où on est obligé de rester concentré, d'écouter les autres. Quand vous allez donner les cartes, il va falloir rester concentré sur qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir me dire en face. Pourquoi il m'a filé telle ou telle carte. Et échanger le plus vite possible. Et quand on se dépêche, on fait des bêtises. Et c'est là que ça devient encore plus drôle. À essayer. Donc, je vais vous présenter des albums, parce que j'adore ça, clairement. Je vous présente donc Pleine Mer, qui, comme vous pouvez voir, est très très beau, d'Antoine Guillopé, qui est habitué à faire du noir et blanc et qui là nous livre un album très coloré aux éditions Gauthier Langros. Pleine Mer, c'est l'histoire de Jade, une petite fille qui tous les matins plonge dans l'océan. Et ce matin précis, dans cet album, elle a un objectif, c'est d'aller chercher une petite perle qu'il y a dans une huître. Donc non seulement ce livre il est très beau, mais il est fait en papier découpé. Et c'est là où je ne voulais pas vous cacher le suspense, c'est que vous pouvez voir qu'il est vraiment beau. Vous voyez, là, j'aimerais bien être dans une imprimerie pour voir comment ils impriment tout ça. C'est un livre agréable à regarder, qui se lit vite et qui captive tout de suite, quoi. Et qui m'a rappelé mes vacances, tout simplement. Il est un petit peu chaleureux et très très chaud, doux comme le sable. Et là, je vais vous présenter le livre que j'ai attendu toute l'année, je crois, même depuis que je suis étudiante. Les riches seigneurs de Jacobinus Gainsborough, illustré et écrit par Rebecca d'Outremer. Rebecca d'Outremer, c'est l'illustratrice que j'idolâtre peut-être le plus au monde. Et là, elle illustre et elle écrit depuis le mois de mars. Je sais qu'elle va sortir ce bouquin. Donc j'ai attendu, j'ai embêté mes collègues. Une semaine avant, je demandais s'ils n'avaient pas vu passer un livre vert avec un lapin. Et quand il est arrivé, voilà ce que j'ai trouvé et j'ai adoré. Jacobinus Gainsborough, c'est un lapin. C'est celui qui est sur la couverture. Et cet album, c'est sa vie. C'est sa vie de petit lapin qui va naître avec une petite... Enfin, qui va lui arriver un petit accident, il va avoir la patte folle. Il va traverser la guerre 14-18. Il va rencontrer une jolie lapine dont elle va marquer son cœur. Et en fait, c'est sa vie. C'est tout simple. Je ne vais pas vous le raconter plus parce que je trouve que c'est un livre qui se lit, qui s'ouvre, qui se regarde et qui en envoie plein les yeux et au cœur. Je trouve que c'est une ode à la vie. Et je vais être hyper méchante, je vais faire ma sorcière cruelle. Je vais vous lire la dernière page. Ouais. Là, comme ça, vous vous dites qu'est-ce qu'on va vous dire, tout spoiler, mais non, pas du tout. Vous allez voir. Jacobinus fait le bilan de sa vie et je me dis peut-être qu'aujourd'hui on pourrait le faire déjà. Et peut-être que dans 40, 50 ans, on en fera un autre. Voilà ce qu'il fait. Faisons le compte. 293 pique-niques en famille, plus une petite bûche, plus 987 parties de cartes, 209 perdus, 307 gagnés, 471 inachevés. Plus 121 verbes irréguliers, plus 3 chansons favorites, plus une rencontre plus importante que n'importe quelle autre. Ça, je crois que c'est la phrase que je préfère dans cet album. 3 ou 4 départs tristes, plus un sentiment d'impuissance, plus 78 364 rêves inoubliables, plus 1394 prises de conscience, plus 948 487 a priori, plus 73 000 remises en question seulement, 3 ou 4 retours attendus, 14 amis très fidèles, 3 ennemis, plusieurs petites inquiétudes, quelques grosses angoisses, 19 naissances, 25 enterrements, ou l'inverse. 3 124 94 780 souvenirs, plus une collection complète de Wallace McGregor, Black Night in the Night, égale les riches heures de Jacobinus Gainsborough.
Je vais clôturer la soirée avec 2 livres-jeux. En fait, je vais vous parler de jeux de rôle ou presque. Et je vais commencer par le presque. Le presque, ça s'appelle Château Aventure. Pour résumer, c'est un livre de jeu de rôle dont vous êtes le héros façon point and click. On recommence. Jeu de rôle, est-ce que tout le monde le met? Oui? Bon, façon dont on est le héros, c'est-à-dire que vous allez vivre une aventure et faire des choix pour avancer. Point and click, pour ceux qui sont nés dans les années 80, c'était les jeux vidéo où vous entrez dans une pièce, vous cliquez sur des trucs, vous mettez le perroquet avec la balle de ping-pong et vous ouvrez la porte. Voilà. Et ben on est là-dedans. Le principe de Château Aventure, vous avez donc 12 aventures, la première s'appelant Château Aventure, d'où le nom de la boîte. Un joueur va décider d'incarner l'ordinateur, il va avoir le bouquin avec toutes les réponses, et il va confier ce genre de cartes aux joueurs. Les joueurs, tous ensemble, ne représentent qu'un seul personnage, le héros. Je ne vous en dirai pas plus, en fonction de l'histoire, on ne sait pas qui on est. Vous pouvez être une fille, un escargot, un scarabée, on s'en fout. À vous de le découvrir, ça fait partie de l'histoire. Et vous allez avancer, faire des choix, proposer, par exemple, je sais pas moi, ouvrir porte, il n'y a pas de porte, l'ordinateur bug, vous dit reset. Et il va falloir proposer, et il va falloir tenter. Et à un moment, vous allez mourir, et il va falloir recharger votre partie et recommencer. Et vous pouvez en recharger des parties, vous pouvez me croire. Il y a 3 niveaux de difficulté dans la boîte, 12 scénarios. Les 5 premiers sont faciles, les 4 suivants sont moyens, et les derniers, j'en ai pas encore fini. À partir de 10 ans, pour les adultes aussi, il n'y a pas de souci, il y a vraiment moyen de s'éclater dessus. Nous, on y joue dans le train, en voiture, ça passe très très bien. Voilà. Donc, après le ou presque, il y a le jeu de rôle. Tiny, qui veut dire petit, minuscule en anglais. Vous allez incarner des peluches, des dinosaures en plastique, des poupées Barbie, façon Toy Story, mais en beaucoup plus sombre. Parce qu'en fait, dans Tiny, donc, chaque fois que le petit Nathan, la petite Georgette, la petite Natacha s'endort tous les soirs, elle rêve beaucoup et il y a un portail dans son rêve qui mène au monde des Alchémérides. Les Alchémérides, ils ont décidé de passer chez nous et s'ils peuvent entrer dans notre monde, c'est-à-dire réveiller Natacha la nuit et faire passer l'Alchéméride chez nous, bah, il va essayer de tuer Natacha dans la foulée. Donc, nous, pauvres jouets, refusons que Natacha meure. Pour ce faire, on va partir avec l'enfant dans ses rêves. On va voyager avec lui, on va vivre ses aventures et on va essayer de le protéger de ses peurs. Je vous cache pas que, façon comme ça, je vous dis, ça fait un côté un peu Toy Story, gros monstres, etc. C'est vraiment, quand vous avancez dans les lectures, c'est vraiment terrifiant. Les monstres, on est vraiment sur presque du Vendredi 13, mais en fantastique. Et du coup, bah, il va falloir avancer, il va falloir empêcher les monstres de traverser et il va falloir empêcher Natacha de se réveiller. En niveau de système de jeu, pour les rôlistes, c'est du D6 principalement. Il faut utiliser aussi tous les autres systèmes. Pour les maîtres de jeu, je pense qu'il faut quand même, à part si ce sont des rôlistes nés et qui veulent démarrer tôt, à partir de, je pense, 14-15 ans. Sinon, je pense qu'à partir de 10 ans, vous pouvez faire jouer vos enfants, mais il faut un maître de jeu adulte. Voilà. Et c'est du vrai bonheur. Comme j'ai dit, c'est moi la dernière à passer. Donc maintenant, il nous reste encore au moins une bonne grosse demi-heure à passer avec vous pour discuter. Si vous avez des questions, on est là pour ça. Puis un grand merci pour la soirée parce que c'était fort sympathique de vous avoir avec nous. Voilà.